Je vais moins stresser quand tu vas commencer. Tout à fait. Merci beaucoup Aïcha de m'avoir présenté. Voilà, ma passion, vous l'avez peut-être compris, c'est la formation continue, puisque j'ai à peu près fait 1800 conférences sur le thème des nouveautés thérapeutiques. Alors aujourd'hui, on a un petit challenge. On a appelé cette conférence « Nouvelle thérapie en 2019 ». Alors, ça ne marche pas. Peut-être celui-ci. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va voir au cours de cette heure ou cette heure et demie? On va voir le temps qui nous reste. Alors, vous le voyez, la première chose que je voudrais vous faire comprendre, c'est suivre l'actualité. Alors, l'actualité, du moment, mais aussi du futur. Vous allez être bluffé. Je vous assure que ce que l'on a appris il y a quelques années dans les facultés, c'est rien à côté de ce qui se profile. Vous allez voir la quantité de médicaments qui arrivent sur le marché, en particulier dans le monde du cancer, c'est bluffant. Mais c'est moi-même, j'en crois pas mes yeux, puisqu'on peut dire que par année, il doit sortir à peu près 10 à 15 nouveaux produits pour traiter le cancer. Alors ensuite, on va essayer de positionner ces nouveaux médicaments déjà arrivés ou qui vont arriver dans vos pays respectifs, parce que c'est mondial. Aujourd'hui, on est dans un contexte tout à fait mondial. Et le troisième point, c'est que cette conférence devrait vous permettre de pouvoir renseigner, vous voyez, votre patient, ou bien se renseigner vous-même pour votre propre usage sur l'évolution actuelle et future des thérapeutiques. Alors, ce qui fait que, grâce à cette petite heure passée ensemble, vous allez pouvoir valoriser votre mission de pharmacien moderne, porteur de messages scientifiques actualisés. Alors, quel secteur allons-nous travailler? Alors, vous voyez, à gauche, on connaît les noms. À droite, un peu moins. C'est bluffant. Rien qu'en cancérologie, actuellement, on est à fond sur ce qu'on appelle les thérapies ciblées pour traiter différents cancers. Vous en avez probablement entendu parler, même si toutes ces thérapies ciblées ne sont pas aujourd'hui encore dans tous les pays, mais elles vont y être dans peu d'années. Ensuite, en cardiologie, on a complètement innové, puisqu'on a mis sur le marché le premier inhibiteur de néprilysine. Rassurez-vous, je vais vous expliquer tout cela, mais j'essaierai d'être très clair, bien que ce soit très compliqué. En dermatologie, on a énormément avancé, en particulier dans le domaine du psoriasis, puisque maintenant on va traiter le psoriasis avec des anticorps monoclonaux, bien sûr, c'est la grande mode, la grande tendance, qui sont des anticorps monoclonaux anti-interleukine 17A, ou alors des inhibiteurs de phosphodiesterase de type 4. Ensuite, en infectiologie, bien sûr qu'on a terriblement avancé, on a avancé en particulier dans le VHC, c'est-à-dire le virus de l'hépatite C, puisque aujourd'hui, c'est une grande première, mais jamais, il y a 10 ans, j'aurais cru moi-même qu'on puisse guérir une maladie virale. Aujourd'hui, on guérit l'hépatite C, il faut le savoir, sauf que ça coûte un petit peu cher. Mais l'avantage, c'est qu'une personne qui est atteinte d'une hépatite C, vous savez, les complications, c'est la cancérisation. Si on traite la maladie dès le début, c'est terminé. Mais on guérit complètement. Donc il n'y a plus les hospitalisations, les conséquences, etc. et les risques de cancérisation. Donc c'est un scoop mondial, la guérison de l'hépatite C. Ce qui est très prometteur, parce que cela veut dire que si on commence à savoir guérir certaines maladies virales, on va très certainement pouvoir guérir d'autres maladies virales. Ensuite, quelque chose de très 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 étonnant, vous connaissez tous les hypocholestérolémiants, en particulier les fameuses statines. Eh bien, pointe le nez, si j'ose dire, dans le monde, ces fameux inhibiteurs de PCSK9 pour traiter cette hypercholestérolémie. En fait, vous allez voir, je vais vous l'expliquer en 2 minutes tout à l'heure, ce sont des anticorps monoclonaux qui attaquent l'hypercholestérolémie par un autre système totalement différent de la chimie. Ensuite, l'asthme s'est énormément enrichi, en particulier pour les asthmes très graves et très sévères, avec les anticorps monoclonaux. Et enfin, en rhumatologie, on a énormément avancé pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, puisque maintenant, on ne voit pratiquement plus
les grosses déformations, vous savez, des articulations, grâce à ces inhibiteurs des Janus kinases, dont je vais vous faire part tout à l'heure, et ces anticorps monoclonaux anti-IL-6. Au fond, vous le voyez, tous ces secteurs que j'ai mis ce soir nécessiteraient carrément pas une journée, mais une journée pratiquement de formation sur chacun des secteurs. Une journée sur la cancéro, une journée sur la cardio, etc. etc. C'est pour vous dire l'impact actuel de la thérapeutique. Alors voyons tout d'abord la cancérologie. Alors, vous n'êtes pas étonné de voir ce chiffre. Alors, je ne vais pas faire tous les pays, mais rien que pour le Maroc, le cancer est un fléau. Regardez ce chiffre quand même, c'est étonnant. Le Maroc, alors c'est Leïla Alaoui qui a écrit, il n'y a pas si longtemps que ça, fin 2017, cancer. Le Maroc enregistre 40 000 nouveaux cas chaque année. C'est énorme. Regardez, on regarde les pourcentages de formes de cancer. C'est sûr que chez la femme, c'est principalement le cancer du sein, puisque chez les femmes, 36% des cancers sont des cancers du sein. Mais vous avez aussi le cancer de l'utérus qui suit. Ensuite, thyroïde, 8%, et côlon. Chez l'homme, c'est très différent. C'est le poumon en tête, 22% des cas de cancer chez l'homme. Puis, évidemment, le cancer de la prostate, qui est un cancer sexuel, hormonodépendant. Et enfin, le cancer colorectal. Donc, vous voyez, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est le cancer du sein, le cancer de l'utérus, le cancer colorectal et colique, le cancer de la thyroïde, le cancer du poumon et le cancer de la prostate. Voilà les grands types de cancers aujourd'hui que l'on rencontre. Alors, comment traiter cette maladie cancéreuse? Alors, j'ai mis sous vos yeux différentes choses. La chirurgie, la radiothérapie, ce qu'on appelle la chimiothérapie cytotoxique, l'hormonothérapie et les thérapies toutes nouvelles qu'on appelle les thérapies ciblées. Alors moi, je les ai classées en deux grands groupes. En voici un et voici l'autre. Alors, pouvez-vous me dire à peu près quelle est la différence? Alors, comme on a du retard, je ne vais pas vous laisser parler, je vais parler à votre place. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait quand on fait de la chirurgie? On enlève. Donc, on tue les cellules. Quand on fait de la radiothérapie, on irradie, on tue les cellules. Quand on fait une chimiothérapie, on l'appelle cytotoxique, je tue la cellule. Donc, dans ce premier cadre en rouge, on a une thérapie qui tue les cellules cancéreuses. Vous en êtes bien d'accord. Mais nous avons maintenant d'autres façons de procéder. Nous avons depuis assez longtemps l'hormonothérapie anticancéreuse qu'on connaît bien, dans le cancer du sein ou dans le cancer de la prostate. Alors, cette hormonothérapie, évidemment, n'est pas faite pour tuer les cellules. Elle est faite pour ne pas qu'elles se développent, pour empêcher leur développement. Et puis, toutes les thérapies ciblées aujourd'hui, c'est la même chose. Ce ne sont pas des médicaments tueurs, mais ce sont des médicaments qui vont empêcher la multiplication des cellules cancéreuses. Donc, vous voyez, il faut bien distinguer ces deux grandes choses aujourd'hui en thérapeutique. Alors, qu'est-ce que nous allons voir ce soir? D'abord, il y a 5 grands groupes de traitements antinéoplasiques. Alors, on les a vus, la chimio cytotoxique, l'hormonothérapie, les anticorps monoclonaux, qui, vous allez voir, c'est incroyablement développé, l'immunothérapie et ce qu'on appelle les autres antinéoplasiques. Et c'est là où vous allez être carrément bluffé. Alors, on va bien sûr pas tout disséquer, hein. On va simplement parler des tout nouveaux, c'est-à-dire les anticorps monoclonaux, et les autres antinéoplasiques. Alors, je vais vous demander simplement de regarder, vous allez être certainement étonné, même si vous vous en doutez. Regardez la liste actuelle des anticorps monoclonaux. C'est invraisemblable. Il faut savoir qu'on en a aujourd'hui pratiquement près d'une centaine de ces produits qu'on appelle thérapie ciblée. C'est énorme. Alors, les anticorps monoclonaux sont assez repérables par leur DCI, puisque, en fait, en anglais, anticorps monoclonal s'appelle monoclonal antibody. Donc, M, monoclonal, A, anti, B, body, corps. Anticorps monoclonal, donc toutes les DCI se terminent par MAB. Alors, vous voyez ici un secteur assez particulier,
C'est en fait un anticorps monoclonal qui a été mêlé à un cytotoxique. Je prends un exemple. L'anthazine est en fait un cytotoxique, donc qui va tuer, lui, 20 à 200 fois plus puissant que les fameux Taxal, le Taxol, etc., et les alcaloïdes de la pervenche. Donc vous voyez qu'en associant ces anticorps monoclonaux, qui ne sont pas forcément des tueurs, mais qui empêchent la prolifération, plus un cytotoxique, on va faire des produits extrêmement performants. Ensuite, vous vous souvenez, il y avait une petite rubrique autre antinéoplasique. Mais regardez, mais c'est impressionnant. Regardez, dans cette rubrique autre antinéoplasique, vous avez les agents différenciateurs, les agents photosensibilisants, anti-angiogènes, l'arsenic, les enzymes, les inhibiteurs de l'angiogénèse, aflibercept, par exemple, qui servent à traiter le cancer colorectal métastatique. Mais vous avez aussi, vous le voyez, les inhibiteurs de l'histone désacétylase, les inhibiteurs de la voie Hedgehog, les inhibiteurs des enzymes PARP, les inhibiteurs des protéines BC2, BCL2 comme le vénétoclax qui vient de sortir, et surtout les inhibiteurs des protéines kinases. C'est quand même impressionnant tout ça. Continuons. Descendons vers les inhibiteurs des protéines kinases. Mais regardez le nombre d'inhibiteurs de protéines kinases qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Il faut savoir que les protéines kinases sont des enzymes qui sont nécessaires au développement de nos cellules. Et dans les cancers en particulier, certaines protéines kinases sont surexprimées. Et le fait donc de bloquer ces enzymes dans certains cancers va évidemment freiner considérablement la multiplication cellulaire de ces cellules cancéreuses. Donc, à côté de ces inhibiteurs des protéines kinases, qui sont nombreux, vous avez les inhibiteurs également du protéasome. On verra tout à l'heure 2 mots là-dessus. Continuons, c'est pas fini. Regardez ici, inhibiteurs des tyrosines kinases. Les tyrosines kinases sont en fait une sous-espèce des protéines kinases. Alors là, accrochez-vous, voilà la liste. Alors j'en ai mis en rouge. Alors par exemple, c'est les inhibiteurs de tyrosine kinase qui sont présents au Maroc. Les autres vont arriver. Voilà. Donc inhibiteurs de tyrosine kinase, et vous allez voir, ça va nécessiter de votre part un conseil très très adapté. Vous avez vu déjà où on en est, hein? C'est quand même impressionnant. Parce que moi, quand j'étais en faculté, il y a quand même pas mal d'années, mais moi j'avais étudié la chimiothérapie anticancéreuse. Point. Voilà, c'est tout. Il y avait un peu d'hormonothérapie, ça commençait. Mais vous vous rendez compte où on en est arrivé. Et c'est pas fini, hein? Inhibiteur de la voie Hedgehog, et enfin inhibiteur des enzymes PARP. Donc, vous avez les récents anticorps, inhibiteurs de protéines kinases, inhibiteurs de l'angiogénèse, etc., etc. Et les anciens, que vous avez étudiés dans les facultés certainement, les cytotoxiques, l'hormonothérapie, etc., etc. En fait, le secteur de la cancéropharmacologie est un des secteurs médicaux qui s'est le plus développé au cours de ces 10 dernières années. Moi, ça fait 35 ans que je suis spécialisé dans le monde entier, en France, mais aussi dans le monde entier, sur la sortie des nouveaux médicaments et toutes ces innovations, et c'est du jamais vu. Je n'ai jamais vu un secteur avec autant de sorties de médicaments. Alors, même si ces anticancéreux restent à l'hôpital, encore pour certains, la plupart sont ou seront disponibles à l'officine. Alors, regardez les ITK les plus récents. Depuis 3-4 ans seulement. Hein. 3-4 ans. On peut dire que chaque jour, je fais une revue de presse, puisque je suis rédacteur en chef d'un journal Actualité pharmaceutique, donc je suis obligé de faire une revue de presse quasi quotidienne. Et je peux dire que par année, c'est au moins 10 inhibiteurs de tyrosine kinase qui arrivent sur le marché. Alors pourquoi une telle avalanche de produits au cours de ces dernières années? On peut se dire, mais enfin, quand même, d'où ça vient? Ben, ça vient du fait qu'en fait, on a énormément progressé en biologie moléculaire et on connaît parfaitement aujourd'hui, peut-être pas encore tout à fait parfaitement, mais presque parfaitement, les mécanismes de prolifération des cellules cancéreuses, et on connaît très bien les facteurs de croissance impliqués
dans la cancérisation de chaque type de cancer. Donc, ça a permis, si vous voulez, de fabriquer des produits très dirigés sur certains types de cancers. C'est pour ça qu'on appelle ces thérapeutiques des thérapeutiques ciblées. Au fait, ces thérapeutiques ciblées ont donc un mécanisme d'action très très pointu, vraiment très focalisé sur un mécanisme de cancérisation. Donc, en fait, ces thérapeutiques ciblées ont des indications extrêmement pointues et voilà, il y a une indication pratiquement par principe actif. Donc, d'où le terme de thérapie ciblée. Alors, donc, pour faire un petit bref, qu'est-ce qu'on appelle thérapie ciblée? Alors, vous l'avez compris, ces thérapies ciblées existent. Il y a deux sortes, en fait, de thérapies ciblées. Vous avez ce qu'on appelle les anticorps monoclonaux. Attention, les anticorps monoclonaux sont des... vous avez vu la structure chimique à droite sur fond noir, le rituximab, ce sont des protéines. Or, les protéines, on ne peut pas les prendre par voie orale. Pourquoi? Parce que dès qu'elles arrivent dans l'estomac, l'acide chlorhydrique leur fait leur fête, si j'ose dire, il va les couper en morceaux, c'est terminé. Donc on ne peut pas. Elles seront donc injectables. Tous les anticorps monoclonaux sont injectables. Mais vous avez à côté de ça des thérapies ciblées, en particulier ces fameux inhibiteurs de tyrosine kinase, qui, eux, vous avez vu, par exemple, le cométinib est une petite molécule chimique que l'on peut très très facilement mettre en forme orale. Donc voici pour la forme des thérapies ciblées. Alors d'ailleurs, regardez, on trouve dans une revue de la Ligue contre le cancer, ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il existe classiquement 3 armes contre le cancer, chirurgie, j'y reviens pas. Une révolution est en marche grâce aux thérapies ciblées. Et voyez, la voie dite des tyrosine kinases est mieux connue à ce jour, et c'est pour ça qu'elle prend une extension absolument fabuleuse, sous la forme d'anticorps monoclonaux ou d'enzymes, comme on vient de le voir tout à l'heure. La presse, donc, en fait l'écho. Alors, bientôt, 25, et quand je dis 25 à 30%, je vais majorer pour les futures conférences ce pourcentage. 25 à 30% des anticancéreux seront administrés par voie orale et donc à domicile. À domicile. L'avantage, c'est que c'est par voie orale, ces thérapies ciblées, mis à part les anticorps monoclonaux. Donc c'est par voie orale, donc on peut le faire à domicile. Mais, si vous voulez, à partir du moment où le patient se traite à domicile, il y a un problème d'observance. Pourquoi? Parce que le patient va banaliser. Il a un cancer, imaginez-vous, il a un cancer, il sort d'une radiothérapie, d'une chirurgie, d'une chimio, et puis il va voir le cancérologue et il lui dit, ben voilà, je vais vous donner un petit médicament que vous allez prendre tous les jours, et ainsi, voilà, on va soigner votre cancer. Très bien. Le malade était habitué à des thérapies lourdes, il arrive chez lui, il se prend son petit comprimé. Sauf que vous savez, l'erreur est humaine, et puis au fil des mois, au fil des semaines, eh ben, l'observance, elle diminue. Et personnellement, j'ai été bluffé quand l'OMS nous a sorti ce chiffre pour les chimiothérapies orales, donc par exemple les inhibiteurs de tyrosine kinase, elle évolue selon les cancers entre 50 et 90%. C'est-à-dire que pour certains, 50% de leurs médicaments prescrits par voie orale ne sont pas pris par le malade. C'est un gros problème. Pourquoi c'est un gros problème? Parce que, rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce sont des thérapeutiques qui ne tuent pas, qui empêchent la prolifération. Imaginez, vous prenez votre médicament lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi, vous partez en week-end. Vendredi, samedi, dimanche, vous l'oubliez. Vous n'allez pas le prendre. 3 jours de moins. Eh oui, mais comme c'est un médicament borderline, si j'ose dire, qui ne fait que empêcher la prolifération, je peux vous dire que les cellules cancéreuses, elles en profitent et elles peuvent survenir à nouveau. Donc voilà, c'est ça le problème. C'est bien faire comprendre à votre patient que c'est une thérapeutique certainement nouvelle, très intéressante, mais si l'on oublie, c'est un problème. Alors c'est vrai que ces thérapies ciblées ont moins d'effets indésirables que les thérapies comme la chimiothérapie, c'est évident. Il y en aura quand même, vous allez voir, c'est pas anodin. Hein. Même une thérapie ciblée, regardez, le malade aura
ce que vous avez sous les yeux, neurologie, cardiovasculaire, cutanée, etc. Attention, attention. Un malade n'aura pas, lorsqu'il prend une thérapie ciblée, tous ces effets indésirables à la fois. S'il a, par exemple, avant de se traiter, des troubles visuels, ça ne va pas arranger ces troubles visuels. Vous voyez ce que je veux dire? S'il a avant des troubles rénaux, avec une clairance de la créatinine qui n'est pas optimale, c'est sûr que les thérapies ciblées ne vont pas arranger, voilà, ces effets, la fonction de son rein. Donc, pensez quand même que ces produits peuvent avoir des effets indésirables. Alors, bien évidemment, vous avez envie de savoir si ces nouveaux médicaments sont efficaces. Vous venez là aussi ce soir pour ça. Alors, eh bien, voilà, il faut quand même le dire, malheureusement, aujourd'hui, ces thérapies ciblées ne guérissent pas le cancer. Vous avez compris qu'elles freinaient la multiplication des cellules cancéreuses. Est-ce que c'est bien compris ça? Mais, vous savez que nous avons un système immunitaire qui est parfois très performant. Et ce système immunitaire, on compte sur lui, parce qu'on va quand même affaiblir considérablement les cellules cancéreuses qui restent, qui n'auraient pas été enlevées par la chirurgie, etc. Et on pense qu'à terme, eh bien, l'organisme humain va tout seul enlever ces cellules qui restent et qui n'ont pas été complètement tuées par les thérapies ciblées. Alors, ce qui compte aussi énormément, pour se sortir vraiment de ces choses terribles de cancer, si on est sous thérapie ciblée, c'est d'avoir le moral. Il faut que la personne soit coachée et ait un suivi et un environnement favorable, familial, qui lui permette une grande détente. On a remarqué qu'une personne qui est moins stressée s'en sort beaucoup mieux grâce à ces thérapies ciblées. Et sincèrement, quand je dis ne guérissent pas, je vous assure qu'aujourd'hui, avec certaines thérapies ciblées, certains cancers du sein, on ne voit plus jamais de problème par la suite. Si on a eu un cancer du sein à 30 ans, on peut aller jusqu'à 80, 90 ans sans aucun problème. Malheureusement, vous l'avez compris, il faut se traiter tous les jours, puisque c'est un produit qui empêche la multiplication. Si vous arrêtez, ça repart. Donc ça, c'est le gros souci que nous avons aujourd'hui, c'est de faire comprendre aux patients qu'il doit faire son traitement complètement. Alors, il n'en reste pas moins que, grâce à ces thérapies ciblées, vous voyez ce qui est en vert, on améliore la qualité de vie, on allonge la vie, on transforme, voilà, le mot que vous devez retenir ce soir. Grâce à ces thérapies ciblées, on transforme la maladie cancéreuse en quasi-maladie chronique, qui n'évolue plus et qui réduit le risque métastatique. C'est ce que l'on fait aujourd'hui avec le sida. Avec le sida, on ne tue pas, on a transformé le sida en maladie chronique. Mais faut-il, évidemment, faire un traitement à vie? C'est ça la rançon, malheureusement. Alors, regardez bien ce petit tableau qui est très évocateur. Qu'est-ce qu'il peut vous inspirer? Vous allez dire, oh là là, il nous empoisonne avec ça, je ne suis pas venu pour ça. Mais qu'est-ce que vous retirez de ce tableau, en fait? Vous savez, moi je suis agrégé de pharmacologie, j'en ai, passez-moi l'expression, il faut le dire, CHUER, quand j'ai passé l'agrégation de pharmacie, j'ai tellement peiné que je me suis dit, il faut que je fasse passer un message différent, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible de faire de la pharmaco pour se faire plaisir et pour se faire enfler les chevilles. Non, il faut faire passer un message. Alors, ce que je vois ici, c'est que, vous voyez, pour chaque type de produit, donc ici ce sont des thérapies ciblées, pour chaque type de produit, il y a un cancer qui est traité. Vous voyez, par exemple, le cotélique, c'est le mélanome malin métastasé. Point. Et vous le voyez, il interfère, il bloque une certaine kinase, qui est la mitogène activated extracellular signal regulated kinase, la MEK qu'on appelle. Ensuite, l'autre, regardez, c'est le cancer bronchique, etc., etc. Donc, chaque thérapie ciblée a une indication précise de cancer. Autre renseignement, vous voyez que si vous donnez un petit coup d'œil à la terminaison des DCI,
elles se terminent toutes par tinib, et mieux par inhib. Inhib vient du mot inhibiteur, inhibiteur enzymatique. Ce sont donc des inhibiteurs de tyrosine kinase. Et c'est très facile donc de comprendre tout cela. Alors, ces produits que vous avez sous les yeux, regardez bien, ce sont des produits chimiques. Donc, on va les donner par voie orale. D'accord? Ce ne sont pas des protéines, pas des anticorps monoclonaux. Je continue. Les tout derniers, alors c'est ceux de l'année 2019, et celui-ci est arrivé il y a quelques jours seulement. Vous le voyez, là aussi, on retrouve un type de cancer, pratiquement, sauf peut-être pour le Lynparza, où vous avez le cancer de l'ovaire, le cancer des trompes de Fallope et le cancer péritonéal. Voilà. Alors, vous le voyez, il y a des inhibiteurs de tyrosine kinase qui peuvent se terminer par tinib ou cyclib, parce que c'est une kinase particulière, qui dérive des cyclines. C'est pour ça qu'on l'appelle cyclib. Et puis après, vous avez les autres agents antinéoplasiques qui ne sont pas des inhibiteurs de protéines kinase. Vous voyez, alors ça, c'est de la grande spécialisation. Hein. C'est les inhibiteurs des enzymes PARP, du protéasome, de la voie Hedgehog, etc., etc. Mais c'est quand même bluffant. Je vous assure que quand je fais les cours aux étudiants, il faut qu'ils s'accrochent. Il faut qu'ils s'accrochent. Je leur dis, vous savez, on va aborder le domaine de la cancérologie, mais franchement, accrochez-vous, parce qu'il y a du pain sur la planche. Là aussi, vous le voyez, ce sont des molécules chimiques, donc toutes par voie orale. Alors, juste un petit mot, parce que vous allez tellement entendre parler de tyrosine kinase, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est? Alors, tyrosine kinase, si vous regardez le mot, ça se termine par ase. Vous avez tous appris que quelque chose qui se termine par ase, c'est une enzyme. Donc c'est une enzyme, tyrosine kinase. En fait, cette enzyme participe à la multiplication des cellules, et particulièrement des cellules cancéreuses. Et chaque type de cancer a sa propre tyrosine kinase. C'est pour ça qu'en bloquant une tyrosine kinase particulière impliquée dans un type de cancer, on peut traiter ce cancer particulièrement. Alors vous le voyez, le facteur de croissance, ça c'est une cellule. Hein. Le facteur de croissance arrive sur des récepteurs et évidemment, on va faire marcher toute une chaîne d'activité enzymatique kinasique. Et ce qu'on cherche à faire, c'est bloquer cette chaîne enzymatique. Et vous voyez que si on bloque ici la prolifération des cellules cancéreuses. Donc voilà une façon de traiter, inhiber des enzymes qui servent à la multiplication des cellules cancéreuses. Alors, un petit peu plus difficile. On a mis au point, et c'est tout récent, quelque chose de révolutionnaire qui va permettre certainement, pratiquement, de guérir des cancers. C'est l'inhibition des enzymes PARP. Alors, les enzymes PARP, vous en avez ici la signification, vous voyez, c'est une enzyme, hein, elle se termine par ase. Or, cette fameuse enzyme est en fait, par exemple, l'inhibiteur de l'enzyme PARP qui s'appelle olaparib, qui est l'inhibiteur de l'enzyme hein, PARP. Cette olaparib bloque l'enzyme PARP. Et l'enzyme PARP est une enzyme qui doit réparer les cassures de l'ADN. Je ne veux pas vous faire peur ce soir, mais vous êtes tous assis devant moi, et je suis sûr qu'il y en a parmi vous qui développent à l'instant même quelques petites cassures de leur ADN, donc qui se préparent peut-être un petit cancer, mais qui est... Attendez, je ne vais pas vous casser le moral. Je ne veux pas vous casser le moral. Mais attention, vous êtes tous costauds, vous avez un bon système immunitaire. Donc votre système immunitaire, ce soir, va l'éradiquer. Voilà. Mais il faut savoir que voilà, l'olaparib bloque cette enzyme qui doit réparer les cassures de l'ADN. Donc, chez les cellules normales, évidemment, la réparation se fait par une autre voie, heureusement. Mais lorsqu'il y a des cellules malignes sans système, sans voie BCRA, eh bien, on aboutit à la mort de la cellule maligne. Donc, c'est très intéressant de pouvoir bloquer ces enzymes PARP. Mais il faut que, en plus du blocage de ces enzymes PARP, nous ayons des cancers qui n'ont pas de système de voie BCRA. C'est pourquoi on les appelle des thérapies ciblées, parce que c'est vraiment certains types de cancers. C'est pour ça qu'on progresse
pas rapidement, parce qu'on bloque certains cancers, mais pas d'autres. C'est pour ça que certains patients vous diront un jour « Ah, moi j'ai un collègue, je connais quelqu'un qui a le même type de cancer que moi, mais il a un produit qui marche super sur lui, et pourquoi moi on ne me le donne pas ?» On ne le lui donne pas parce qu'il n'a pas le cancer qui correspond à ce type de cancer, voilà, particulier, vous voyez. Donc ça, c'est important à savoir. Ensuite, vous avez le protéasome. Alors le protéasome, on va inhiber le protéasome. Le protéasome, c'est quoi ? C'est un complexe enzymatique. Vous voyez ici son schéma très complexe, bien sûr, avec énormément de protéines. Et sa fonction principale est de dégrader les protéines mal repliées. Voilà. Vous savez que quand les protéines sont mal repliées, eh bien on aboutit aux cancérisations. Donc voilà. Donc si on bloque le protéasome, eh bien on aura un effet anticancéreux. Et puis vous avez la voie de signalisation Hedgehog. C'est une voie qui participe au développement embryonnaire. Et cette voie, ce dysfonctionnement de la voie Hedgehog, et c'est tout à fait récent, hein, est associé au carcinome basocellulaire. Donc aujourd'hui, pour traiter certains cancers basocellulaires, on va utiliser des inhibiteurs de la voie Hedgehog. Alors, pour résumer, les thérapies ciblées en bref. 1, c'est le développement croissant, vous l'avez compris, chaque jour on sort pratiquement un produit, c'est invraisemblable. Donc une place grandissante chaque jour. C'est aussi la concrétisation de la personnalisation des traitements. C'est-à-dire qu'on vous met sur le marché un produit qui est pour un type de cancer donné. Donc là, ça ne peut pas être plus concret et personnalisé. Ensuite, il y a des succès indiscutables. C'est ainsi que si une femme a un cancer du sein HER2 positif et RH positif, j'ose dire c'est fabuleux, il ne faut pas que je dise ce mot-là, mais ça veut dire que c'est très prometteur. Ça veut dire qu'on a aujourd'hui les thérapies ciblées qui bloquent l'évolution. Et son cancer n'évoluera pas. Voilà. Elle va vivre longtemps sans entendre parler de son cancer, à condition qu'elle se traite. De même, si on a un cancer du poumon, EGRF muté et ALK positif, ça marche. Votre cancer du poumon n'évolue pratiquement plus. Or, avant, on le sait très bien, le cancer du poumon, c'était le décès du patient. Voilà. Donc, une amélioration de la survie le plus souvent. Par contre, il y a quelque chose qui blesse un peu, c'est le coût considérable aujourd'hui. Et ça pose un gros souci parce qu'on se demande si ce coût sera supportable un jour. Voilà. Espérons que les laboratoires vont baisser considérablement leur prix, et ils sont en train du reste de fabriquer des prix, si j'ose dire, pour certains pays qui ont moins de moyens que d'autres, ce qui est tout à fait normal, que les pays les plus riches participent au traitement des autres pays qui ont moins de moyens. Donc là, on va quand même réussir certainement à s'entendre sur ces sujets parce que c'est la clé de la guérison du cancer. Vous savez, le cancer, c'est un fléau, c'est une maladie extrêmement grave. Et comment le soigner ? Comment le soigner ? Parce que la chirurgie, c'est vraiment pas suffisant. On n'enlève pas toutes les cellules, c'est clair. Alors maintenant, quand vous allez devoir dispenser ces produits à l'officine, il faudra expliquer à votre patient. Regardez par exemple un tout dernier produit qui est sorti, qui s'appelle le palpocyclib. Alors vous voyez, c'est ces produits qui se prennent, thérapie ciblée, chaque jour à domicile. Regardez, c'est infernal. C'est infernal parce que, vous voyez, du premier jour où le malade va se traiter au 21e jour, il prend chaque jour 125 mg de palpocyclib Ibrance. Bien. Puis, il arrête 7 jours. Et ensuite, il continue le mois d'après. Alors, comment voulez-vous, si on ne fait pas un repère à ces patients, si on ne leur donne pas un papier en leur disant, voilà un calendrier, tel jour, vous prenez le médicament, tel jour, vous ne le prenez pas, c'est pas possible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ces thérapies ciblées, c'est super, mais il faut vraiment que le pharmacien participe à l'explication à son patient. Alors maintenant, je vais vous donner une méthode pour dispenser ces thérapies ciblées qui vont inonder vos officines. Il faut bien le dire. D'abord, je vais sauter, je reviens en arrière, la convivialité, l'empathie, la confidentialité, l'écoute. Il faut écouter le patient. C'est très important. D'abord, il faut lui donner des conseils de prise. Alors vous lui faites un petit plan, vous lui dites, voilà, c'est important,
d'observer, de ne pas oublier, parce que si vous oubliez, votre maladie va revenir, va se compliquer. Il ne faut pas oublier. Donc je vais vous faire un petit papier, on va marquer sur un calendrier, vous mettez ça sur le frigo, vous mettez ça sur la table, vous mettez ça où vous voulez chez vous, mais vous y pensez. Ensuite, les effets indésirables. Grand problème. Faut-il annoncer à notre patient, à votre patient, l'intégralité des effets secondaires? Non, il ne faut pas. Par contre, il faut l'avertir de certains effets. C'est extrêmement important. Pourquoi? Parce que quand il est averti, il s'attend à ces effets et les acceptera mieux. Je vais vous donner un exemple, qui n'est pas un exemple de la cancérologie, mais qui est un exemple de la dépression. Un malade qui est dépressif, vous savez, la dépression, c'est un manque de sérotonine. Bien, on donne des produits qui vont augmenter le taux de sérotonine dans le cerveau. Sauf que le cerveau était habitué à avoir peu de sérotonine. Vous allez lui donner un médicament qui va favoriser la fabrication de sérotonine ou la libération de sérotonine. Donc, cette sérotonine va arriver en masse au cerveau. Or, au niveau du cerveau, il y a des récepteurs à la sérotonine qui causent des nausées et des vomissements. Donc, ce malade qui va commencer son traitement antidépresseur, pendant 8, 10, 15 jours, il va avoir des nausées absolument abominables, voire des vomissements. Si, lors de la délivrance, vous lui dites « Attention, vous allez avoir pendant 8 jours, 15 jours, 3 semaines des nausées, mais c'est bon signe, ça veut dire que vous manquez de sérotonine. » Eh bien, le patient va dire « Yes, c'est bon. » Quand il a envie de vomir, il positive. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut, même si c'est désagréable d'avoir des nausées, mais il positive. Et c'est très important. Donc, je dis certains effets indésirables, mais c'est tout. Alors, par exemple, un effet indésirable de la cancérologie. Beaucoup d'anticancéreux aujourd'hui donnent ce que l'on appelle le syndrome main-pied. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est-à-dire des inflammations au niveau des mains et des pieds qui est quasi inévitable. Ça s'appelle le syndrome d'érythrodysesthésie palmo-plantaire. C'est inévitable, pratiquement. Qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire, il faut vous hydrater les mains et les pieds. Donc, il faut lui conseiller une crème hydratante. Et là, vous faites un bon conseil adapté. Parce que vous allez lui donner la clé pour éviter cette fameuse érythrodysesthésie palmo-plantaire. Voilà, vous donnez une crème hydratante simplement, sans parfum, voilà, le plus hydratant possible. Et il faut que chaque jour, évidemment, il s'hydrate les mains et les pieds. Et puis l'ensemble du corps aussi. Voilà. Alors, surveillance du traitement. Croyez-vous qu'il faille lui dire « il faut faire ça, il faut faire ça ». Non. Ce qu'il faut lui dire à ce patient, vous savez, moins on lui en dit, mieux c'est. Mais il faut lui dire des choses positives. Il faut lui dire « vous avez une surveillance à faire. De temps en temps, vous devez aller au laboratoire d'analyse médicale, parce qu'on doit surveiller vos globules rouges, parce qu'on doit surveiller votre rein, parce qu'on doit surveiller votre foie. Allez-y, allez-y, vous avez un rendez-vous, c'est important, parce que vous savez, votre rein peut se dégrader, ça ne fait pas mal, vous ne le sentez pas. Mais le laboratoire d'analyse médicale va le voir, et donc le médecin en tiendra conséquence. Vous voyez, ça c'est important, ça c'est les messages à dire. Ensuite, certainement, il va falloir lui donner les conseils basiques. Pas de soleil. Alors c'est vrai que dans vos régions c'est difficile, mais dans ces cas-là, il faut des écrans, il faut essayer de mettre des vêtements, etc. Parce que tous ces produits sont dits photosensibilisants. Ensuite, pas d'automédication. Ça, c'est clair, parce que ce sont des produits malheureusement qui interfèrent énormément avec l'ensemble des produits. Et puis, vous voyez, j'ai mis cette chose, boire beaucoup. Vous savez qu'aujourd'hui, nous ne buvons pas assez. Même nous, enfin, en principe, on est sain. On doit être bien ce soir. Voilà. On ne boit pas assez. Il faudrait, même une personne saine, boire 1,5 litre d'eau par jour. 1 litre à 1,5 litre. Qui le fait? Moi, je prends des résolutions. Je me dis, tiens, tu vas le faire. Tu parles. 8 jours, je fais. Et encore. Au bout de 8 jours, terminé. Donc voilà, il faut boire. Alors, évidemment, quand on prend un anticancéreux, il faut boire encore plus. Pourquoi? C'est très simple. Votre anticancéreux va se métaboliser et il s'élimine principalement par voie fécale, mais aussi par voie urinaire. Donc, si vous ne buvez pas, l'anticancéreux va arriver au niveau de la muqueuse vésicale et abîmer cette muqueuse. Donc, il y aura des cystites, donc il y aura des inflammations, donc il y aura des complications infectieuses, etc., etc. Donc, boire beaucoup. Et bien sûr, donner
effectivement, si c'est une femme en âge de procréer, tous les conseils de grossesse et d'allaitement, c'est-à-dire la contraception, etc., etc. Alors, c'est bref, hein, on peut y passer au minimum une journée là-dessus. Voilà. Mais c'était juste pour vous sensibiliser, pour vous montrer la teneur que prend la cancérologie aujourd'hui. Donc moi j'ai bon espoir. Alors beaucoup sont pessimistes, moi j'ai bon espoir. Ça fait 35 ans que j'étudie la thérapeutique, je vois l'évolution, j'ai bon espoir. Et aujourd'hui, à part certains cancers, par exemple le cancer du pancréas, vous le savez, malheureusement, ça reste extrêmement difficile à maîtriser. Mais ça y est, on commence à mettre au point des thérapies ciblées qui vont être adaptées au cancer du pancréas avec des survies annoncées donc intéressantes. Donc en cardiologie, pour l'insuffisance cardiaque, on a eu la surprise de voir débarquer un produit original. Alors vous connaissez tout ça, hein, je ne vais pas vous refaire le cours, mais vous avez les alpha-bloquants, vous avez les antagonistes de l'angiotensine 2 plus les inhibiteurs de niprilysine, et c'est là la nouveauté, mais vous avez aussi les antagonistes de l'angiotensine 2, vous avez les bêta-bloquants, les dérivés nitriles, les digitaliques, tout ça vous connaissez, les diurétiques, etc., et les IEC. Eh bien, la nouveauté, c'est les antagonistes de l'angiotensine 2 plus inhibiteurs de la néprilysine. Et vous l'avez au Maroc sous le nom de Uperio. Il vient d'arriver, et en France, il est sous un autre nom, Entresto, vous verrez. Donc, c'est la classe des ARNI, tout nouveau. Alors, ARNI, ça signifie quoi? Ça signifie angiotensine réceptor, néprilysine inhibitor. Donc, en fait, c'est une association d'un sartan, donc d'un inhibiteur des récepteurs de l'angiotensine 2, qui est le valsartan, que vous connaissez, que l'on a couplé à ce fameux principe actif nouveau qui s'appelle le sacubitril. Et c'est ça qui fait la grande nouveauté. Regardez bien. Le sartan, vous le savez tous, hein, vous le connaissez. Les sartans inhibent l'angiotensine 2, donc bloquent les récepteurs AT1 de l'angiotensine 2, avec pour conséquence vasodilatation, inhibition de libération de rénine et d'aldostérone. Donc ça fait baisser la pression artérielle, ce qui est bien pour, évidemment, les problèmes cardiaques. Eh bien, le sacubitril, voici cette toute nouvelle molécule qui inonde aujourd'hui le monde entier. Alors ce sacubitril, eh bien, c'est un inhibiteur d'une enzyme. Alors, chose n'est pas coutume, elle ne se termine pas par ase, puisque c'est la néprilysine. Vous le voyez, cette enzyme, la néprilysine, dégrade des peptides natriurétiques. Donc, réfléchissez. Peptides natriurétiques, qui sont des peptides qui vont faire, excusez-moi, pisser du sodium. Natriurétique, d'accord? Éliminer le sodium. Or, on sait que quand on élimine le sodium, la tension artérielle baisse. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Grâce au sacubitril, on bloque la dégradation de ces peptides natriurétiques et la personne, évidemment, va avoir une grande natriurèse, éliminer son sodium, et donc il va y avoir une diurèse aussi, beaucoup d'eau, et donc aussi une vasodilatation parce qu'on enlève le sodium. Et le couplage des deux améliore la fonction cardiaque. Donc ça, c'est assez intéressant, et c'est tout nouveau, hein, c'est vraiment l'inhibiteur de néprilysine est nouveau, et vous l'avez sous le nom de Uperio. Voilà. Alors, donc, Uperio, association sacubitril, valsartan, Novartis Pharma, Maroc. Alors, en France, nous l'avons, nous, sous le nom de Entresto, mais c'est exactement la même chose. Donc, voici, je vous ai mis les conditionnements, Uperio 100, Uperio 50, Uperio 200 mg. Alors, à quoi ça sert? Vous allez me dire, pourquoi on a mis sur le marché aujourd'hui un nouveau produit pour l'insuffisance cardiaque? Alors évidemment, ce n'est pas l'insuffisance cardiaque, si j'ose dire, de monsieur tout le monde, ça sera l'insuffisance cardiaque chronique, symptomatique et à fraction d'éjection réduite. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir 40%, vous aurez moins de 35%. Alors vous le voyez, dans l'insuffisance cardiaque, les cavités cardiaques, évidemment, sont dilatées. Et évidemment, si elles sont dilatées, le cœur a du mal à pomper parce que ça fait une masse sanguine importante. Alors, ces ARNI se prennent 2 fois par jour, pendant ou en dehors des repas. Alors, évidemment, il y a un sartan, il y a un inhibiteur de la néprilysine. Alors, il y a quelques petits soucis,
en particulier l'hyperkaliémie. Vous voyez, donc pas d'initiation si la kaliémie est trop élevée, et puis on surveille la kaliémie. Évidemment, vous avez vu que c'était très vasodilatateur, donc il va falloir manœuvrer avec le manomètre à prise de tension. Et puis, malheureusement, ça peut aussi altérer la fonction rénale. Donc, il va falloir faire attention. Et vous savez que, voilà, fonction cardiaque déficiente, souvent ça attire la fonction rénale déficiente, etc., etc. La fonction pulmonaire, c'est tout un ensemble, malheureusement, quand l'organisme vieillit. Voilà. Mais c'est quand même une très bonne chose d'avoir mis ce médicament sur le marché. Alors, par contre, il y a un petit souci. Ce petit souci, c'est assez spectaculaire. Regardez la photo de droite, c'est ce qu'on appelle un angio-œdème. Je ne sais pas si vous en avez vu dans votre vie. Moi, j'en ai vu quelquefois à l'hôpital. C'est spectaculaire. C'est quelqu'un qui arrive aux urgences, qui a les lèvres qui ont triplé de volume et qui est complètement enflé, qui ne voit plus clair. C'est ce qu'on appelle un œdème de Quincke, un angio-œdème. Eh bien, on le sait, les sartans sont extrêmement, comme les IEC du reste, sont extrêmement allergisants. Donc, attention, en cas d'angio-œdème, il faudra être vraiment extrêmement vigilant. Et par contre, vous voyez, les interactions, il y en a, on ne va pas les disséquer. Donc, pas d'automédication avec ces nouveaux produits. Alors donc, le verdict, ce produit-là, ces produits qui arrivent, inhibiteurs de la néprilésine, ils peuvent être donc proposés aux patients ayant une insuffisance cardiaque, mais sous certaines conditions. Il faut que l'insuffisance cardiaque soit de classe 2 ou 3, on va voir tout à l'heure. Alors, classe 2 ou 3, si je ne m'abuse, voilà. Vous voyez, la classe 2 ou 3, c'est ça. La classe 2, c'est une insuffisance cardiaque avec limitation physique légère, et la classe 3, limitation physique marquée. Donc, classe 2 ou 3, vous voyez une fraction d'éjection ventriculaire gauche inférieure à 35%. En principe, vous savez, quand on est bien portant, cette fraction, elle n'est pas forcément de 100%, elle est de 75-80%. Si vous êtes évidemment marathonien, elle sera de 95%, voire plus. Mais voilà, quand c'est en dessous de 35%, on peut dire que c'est bas. Alors, ce sont des patients qui auront été traités préalablement par des IEC ou des sartans, mais il n'y aura pas eu assez d'effet. Ce sont des patients symptomatiques qui vont monter 3 marches et qui vont être extrêmement essoufflés, et pour lesquels on doit nécessiter une modification du traitement parce que le reste ne fait plus rien. Alors, malgré tout, ça reste, pour l'OMS, un progrès thérapeutique mineur. Ce n'est pas le progrès thérapeutique majeur, parce que si c'était un progrès thérapeutique majeur, ça voudrait dire qu'on guérit l'insuffisance cardiaque. Or, ce n'est pas le cas. On va permettre aux patients d'être mieux, mais on ne le guérit pas. Alors maintenant, en dermatologie. Alors, je regarde l'heure, ça va, on est dans les temps. Ça va. Surtout que là, maintenant, on va aller vite. Psoriasis et cancer cutané. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cette pathologie? Vous voyez, c'est quand même extrêmement invalidant. Alors, depuis ces 5 dernières années, on a énormément investi dans la dermatologie, et en particulier dans le psoriasis. Et vous voyez, en fait, grâce aux anticorps monoclonaux, on a pris le tournant immunologique pour traiter en particulier le psoriasis. Il faut savoir quand même que le psoriasis est une maladie auto-immune. Alors donc, 3 avancées principales. D'abord, les immunosuppresseurs anticorps monoclonaux pour le psoriasis. Attention, ça sera une thérapie injectable, hein, qu'on soit bien clair. Ensuite, les thérapies ciblées pour le mélanome malin, ce sera une thérapie orale à domicile. Et enfin, un petit truc flash, assez sympathique si j'ose dire, un traitement très rapide et très efficace pour les kératoses actiniques. Vous savez, les kératoses actiniques se voient surtout lorsque la personne a perdu ses cheveux, ou il y a sur le cuir chevelu des plaques rouges assez inflammatoires. Et ce sont des lésions pré-cancéreuses, et il y a un produit relativement miracle pour ça, vous allez voir. Alors, vous voyez, au moins 3% des Marocains sont touchés par le psoriasis. Et ça, c'est très récent, le texte. Il date, ça a été écrit par l'économiste, il date du 28-10-2018.
3% des Marocains touchés par le psoriasis. Sur ce chiffre, 15% sont des enfants, selon la Société marocaine, bien sûr, de dermatologie. Alors, qu'est-ce qu'on a pour traiter? Alors, vous le savez aussi bien que moi, hein, pour traiter le psoriasis, on a l'acitrétine, hein, on a la cyclosporine dans les cas graves, vous le savez, on a le méthotrexate et on a les photosensibilisants, hein, quand on va faire de la puvathérapie. Mais regardez ce que j'ai encadré en orange, enfin orange, pas tout à fait quand même, et en vert. Vous avez donc les immunosuppresseurs avec l'apremilaste et les inhibiteurs de l'interleukine, et puis les fameux inhibiteurs du TNF-alpha. Alors, donc, 3 approches, les anti-TNF-alpha, anticorps monoclonaux, hein, tous les anti-TNF-alpha sont des anticorps monoclonaux, sauf Enbrel. Je ne sais pas si dans vos pays vous avez Enbrel, étanercept. Voilà, ce n'est pas un anticorps monoclonal. D'abord, il ne se termine pas par MAB, mais par sept. Il bloque le récepteur du TNF-alpha. Mais ça équivaut à la même chose. Ensuite, vous avez les inhibiteurs de l'interleukine 17A. L'interleukine 17A, c'est une cytokine qui est très pro-inflammatoire. Donc, on va la bloquer. Et enfin, les inhibiteurs de la phosphodieestérase de type 4, qui est une molécule chimique que l'on pourra donner en voie orale. Alors voilà le psoriasis en plaques, bien sûr, et tous ces produits que je viens de vous dire servent à traiter ces psoriasis en plaques. Alors on appelle un psoriasis en plaques un psoriasis qui occupe une grande majorité de la surface cutanée. Alors les anti-TNF-alpha. Alors je vous ai mis à droite la structure du TNF-alpha. Voyez? Donc, les anti-TNF-alpha sont des anticorps monoclonaux ou des récepteurs solubles, on l'a vu. Alors, qu'est-ce que vous avez? Alors, ce qui est en italique, vous l'avez. Vous avez Humira, Remicade aussi, Enbrel aussi. Par contre, vous n'avez pas le dernier, Cimzia. Alors, ce que vous pouvez remarquer, c'est que ces anticorps monoclonaux, qui sont remarquables en injectables pour le psoriasis, servent aussi à traiter d'autres maladies auto-immunes comme la polyarthrite rhumatoïde, la spondylarthrite ankylosante, le rhumatisme psoriasique, qui est une complication du psoriasis, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. D'accord? Donc, vous voyez, on a quand même énormément progressé. Ensuite, qu'est-ce que ce TNF-alpha? Alors, TNF-alpha, en anglais, ça signifie Tumor Necrosis Factor. C'est ce qu'on appelle le facteur nécrosant des tumeurs. En fait, ce TNF-alpha est une cytokine, c'est-à-dire une substance naturelle, une protéine dont vous avez ici la représentation schématique. C'est une cytokine pro-inflammatoire qui domine, par exemple, dans la polyarthrite. C'est-à-dire que si vous avez une polyarthrite, on vous dose votre TNF et vous avez une dose considérable de TNF-alpha. Et on trouve également que ce TNF-alpha est augmenté dans les lésions psoriasiques. Donc, on s'est dit, on va bloquer ce TNF-alpha et on arrive à améliorer considérablement cette affection. Ensuite, vous avez les anticorps monoclonaux inhibiteurs de l'interleukine 17A. Alors, même chose, hein, l'interleukine 17A est particulièrement exprimée, j'ose dire surexprimée, dans les cas de psoriasis. Alors, je ne sais pas si vous les avez, le Taltz, le Cosentyx et le Quinteum, qui sont 3 anticorps monoclonaux, l'Ixekizumab, et vous allez les avoir, hein, le Secukinumab et le Brodalumab. Alors, bien sûr, ça nécessite des injections. Alors pourquoi on s'intéresse, comme je le disais tout à l'heure, à l'interleukine 17-alpha? Regardez ici un patient sain, il a de l'interleukine 17-alpha parce que c'est naturel, on en a tous, mais par contre, le malade qui a cette maladie auto-immune inflammatoire, qu'elle soit psoriasique ou rectocolite, a énormément d'interleukine 17-alpha, donc on va la bloquer, on va la neutraliser grâce à un anti-interleukine 17A. Et grâce à ça,
eh ben, on va améliorer considérablement. Il fallait y penser, comme on dit, il fallait y penser. Et puis vous avez, alors ça on va passer sur le mécanisme d'action parce que c'est un petit peu compliqué, vous avez les inhibiteurs de la phosphodieestérase de type 4. Alors ce que j'ai mis ici, c'est une forme orale, ce qui n'est pas plus mal pour le patient. Alors vous avez à gauche la représentation schématique de cette enzyme, la phosphodieestérase de type 4, et vous avez ici l'aprémilase, et si vous regardez bien, l'aprémilase, vous le voyez, vient ici en rouge à l'intérieur de la phosphodieestérase pour la bloquer. Donc, lorsque l'on bloque la phosphodieestérase de type 4, eh bien, on améliore considérablement la maladie inflammatoire. Parce que quand on inhibe la phosphodieestérase de type 4, en fait, ça revient à bloquer le TNF-alpha, l'interleukine 23, l'interleukine 17 et même l'interleukine 10. Donc c'est tout à fait remarquable. Donc, nouvelle approche du psoriasis en plaques, 4 médicaments dans le phare de l'actualité. Mais ne pas oublier que ce sont des immunosuppresseurs. Et oui, le psoriasis, c'est quoi? C'est une maladie auto-immune. Alors évidemment, on va vous bloquer votre formation d'anticorps. Évidemment, vous n'allez plus faire d'anticorps anti-quelque chose, kératine, donc ça va améliorer. Sauf que vous allez aussi bloquer, évidemment, vous allez tomber en immunité basse. Et donc, malheureusement, vous avez un risque infectieux. Et il faudra bien avertir le patient en lui disant, lorsqu'il aura cette réponse, attention, si vous avez un rhume qui traîne, si vous avez de la fièvre, si vous avez voilà, tout un tas de choses qui préfigurent une infection, venez me le dire, il est important que le médecin le sache. Alors, on le sait, hein, je vous l'ai dit, ces produits ne sont pas que réservés aux psoriasis, vous voyez, on les donne aussi en rhumatologie. Par exemple, dans le rhumatisme psoriasis, vous avez une photo du reste, c'est épouvantable, hein, le rhumatisme psoriasis, c'est un malade qui a un psoriasis quasi généralisé, doublé d'une polyarthrite rhumatoïde. C'est ignoble. C'est 2 maladies auto-immunes qui vont se surajouter. Et puis la spondylarthrite ankylosante. Voilà. Alors ensuite, pour le mélanome malin, autre chose. Et bien maintenant, le mélanome malin, j'ose dire, franchement, je peux le dire aujourd'hui, on peut le chroniciser. Vous savez qu'avant, quand on avait un mélanome malin, wow, c'était horrible, c'était la mort assurée. Aujourd'hui, un mélanome malin, pas du tout. Grâce aux produits que vous avez sous les yeux, qui sont des thérapies ciblées, des inhibiteurs de protéines kinases, on peut très largement maintenir le patient en vie assez longtemps. Et puis vous avez ce produit assez spectaculaire pour les kératoses actiniques. Alors vous voyez un monsieur qui a ces kératoses actiniques, vous avez certainement vu ces personnes. Alors c'est vrai que ces maladies qui sont des kératoses actiniques, on les voit très souvent chez des personnes qui ont travaillé à l'extérieur sans protection et qui ont un peu perdu leurs cheveux au cours des années. Et quand ils vieillissent, ils ont sur la peau, vous voyez, ces petites lésions rouges qui sont franchement des lésions pré-cancéreuses. Et donc, il suffit de 2 jours de traitement et on améliore considérablement. Alors maintenant, l'hépatite C. Alors l'hépatite C, on guérit l'hépatite C. C'est quand même incroyable. Regardez, on a commencé à 10% de guérison en 89-98 ou d'amélioration. Aujourd'hui, regardez, la réponse virologique soutenue, elle est proche de 100%. C'est du jamais vu. C'est un scoop, franchement, mondial. Un scoop mondial. Aujourd'hui, mémorisez ça. Imprégnez-vous de cet écran. Aujourd'hui, on guérit l'hépatite C. 1,25 million de Marocains sont atteints par le virus de l'hépatite C. Vous imaginez que c'est un réel fléau aujourd'hui. Alors, pour faire très court, mais vous allez comprendre, vous avez sous les yeux une petite cellule hépatique. Vous voyez, ça c'est une cellule du foie. Ça, c'est le virus de l'hépatite C. Alors le virus de l'hépatite C, je ne sais pas si vous le savez, mais on le représente sous la forme d'une petite sphère verte et jaune. Pourquoi ? Parce que ce virus est couplé à des lipoprotéines. Donc ce petit virus, qui a l'air anodin, rentre dans votre foie,
évidemment fusion, etc., traduction protéique, réplication, comme le ferait tout virus. Il rentre, il se sert de votre cellule hépatique pour se multiplier, il parasite cette cellule hépatique, et il en rentre un, il en ressort des centaines. Et voilà. Mais, vous le voyez, au cours de son cycle, interviennent des enzymes que l'on sait inhiber. Et c'est en inhibant ces différents enzymes que l'on arrive à tuer le virus de l'hépatite C. Alors ce qu'il faut faire, évidemment, c'est des traitements relativement longs. Enfin, quand je dis long, c'est 16 semaines, 24 semaines, etc., etc. Mais on arrive à tuer ce virus de l'hépatite C. Vous allez me dire, alors pourquoi on ne le fait pas pour le sida? Parce que le virus du sida est beaucoup plus virulent. Et on n'arrive pas encore, même en multipliant les inhibitions, on n'y arrive pas encore. Alors regardez ce qu'il y a. Alors ce qui est en rouge, c'est au Maroc. Daclar, Dacasvir, Arvoni, Ledvir, Isof, SSB, Sophos. Je crois que c'est chez vous. Voilà. Donc vous voyez, ce sont ces fameux produits qu'on appelle des AAD, des antiviraux d'action directe. Alors vous le voyez, ce tableau est fait de la façon suivante. Vous avez par exemple, prenons par exemple le cas de Arvoni. Eh bien, Arvoni, c'est une association de l'Edipasvir qui bloque la polymérase NS5A et de Sofosbuvir qui bloque la polymérase, etc. Vous voyez? Donc grâce à ce tableau, le prescripteur sait exactement où il va. Et les tout derniers produits, vous le voyez, sont des produits qui associent 3 principes actifs et qui ont le mérite. Et pourquoi on guérit aujourd'hui l'hépatite C? Parce que ces produits sont dits pangénotypiques, c'est-à-dire qu'ils tuent toutes les espèces de virus de l'hépatite C, quels qu'ils soient. Parce que vous savez, il y a de multiples types d'espèces de virus de l'hépatite C, eh bien, ils sont pangénotypiques, et ça, c'est absolument fabuleux. Donc, en France, nous avons eu récemment le Maviré et le Vosevi, et voyez ce qui est très simple, c'est que ce malade va devoir se traiter tous les jours, évidemment pendant 8 à 16 semaines, mais à raison de 1 seul comprimé par jour. Par contre, la seule chose qu'il faudra lui dire, quand vous les avez, ces produits, surtout, n'oubliez pas même un jour. Ce sont des produits qui coûtent cher. Si vous oubliez 1 ou 2 jours, c'est foutu. Parce que le virus va en profiter pour ressurgir. Donc il faut bien faire passer ce message aujourd'hui. Alors, vous allez me dire, Monsieur Buxereau, est-ce que ces produits qui guérissent l'hépatite C sont bien tolérés? Écoutez, déjà, quand on a une hépatite C, on n'est pas très bien. On a mal à la tête, on a souvent des nausées, on a des diarrhées, etc. Eh bien, regardez les effets indésirables que produisent ces nouveaux antiviraux. C'est pas si dramatique que ça. C'est pas pire que d'avoir les effets dus à l'hépatite C. Donc ça vaut le coup de se traiter. Et en général, ce ne sont pas les effets indésirables qui empêchent le traitement. La seule chose, je vous dis, c'est bien penser à ne pas oublier son traitement. Alors par contre, il faut bien expliquer au malade le traitement. Lui dire attention, hein, tu prends bien ton traitement, parce que si tu ne le prends pas, ça ne va pas le faire. Informer sur le mode d'administration, tu le prends 1 fois par jour, etc. Pas de contrainte, tu peux le prendre avant, après le repas, on s'en fout. Ensuite, il ne faut pas l'oublier, c'est important. Lui dire, ben oui, vous allez avoir quelques effets indésirables, mais ce n'est pas pire que la maladie, mais il y en aura. Gérer le risque d'interaction et lui dire, ah ben, pas du tout d'automédication. Hein. Prévenir le risque de contamination, lui dire, attention, hein, on vous soigne, vous n'êtes pas encore guéri, vous allez être guéri au bout de 2-3 mois, mais pendant ce temps-là, attention, il ne faut pas prêter votre rasoir, il ne faut pas prêter votre brosse à dents, parce que vous êtes encore contagieux, bien évidemment. Sur le plan sexuel, bien évidemment, utiliser des préservatifs. C'est absolument indispensable. Et puis, bien sûr, prévenir le risque de contamination de l'entourage par les drogues. C'est clair. Voilà, donc il faut bien, mais ça vous le savez, il faudra bien insister. Alors une petite chose aussi, avant d'aborder le sida, c'est que on guérit l'hépatite C. Vous êtes d'accord? Bien. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, oui, je vais finir par y aller. On guérit l'hépatite C, mais supposez que votre malade ait une hépatite C depuis 20 ans. D'accord? Ces nouveaux produits sont arrivés, on se dit chouette, on va le traiter. Sauf que des dégâts ont été faits au foie
chez ce patient. Donc il faut bien savoir que ces nouveaux produits qui arrivent sur le marché ne vont lui tuer le virus, mais les dégâts qui auront été faits au foie ne sont pas réparables. C'est vu? Donc l'intérêt aujourd'hui, c'est de prendre la maladie dès le début. C'est pour ça que l'OMS préconise, dans les pays qui le pourront, de faire un dépistage de masse, c'est-à-dire dépister tout le monde, ce qui est utopique, complètement. Mais bon, parce que si on prend la maladie au début, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On n'a aucune séquelle, c'est clair. Et puis le deuxième point, c'est qu'une personne qui est guérie de l'hépatite C peut évidemment se réinfester par un autre virus de l'hépatite C qui n'a pas tout à fait le même sérotype. Et ça, il faut bien lui dire, voilà, le médecin vous a traité, on vous a traité pendant 18 semaines, vous êtes guéri de votre hépatite C, mais vous pouvez malheureusement vous retomber dans la population classique, c'est-à-dire je peux rattraper à nouveau une maladie hépatite C. Ça, il faut bien le savoir. C'est vu? Ça, c'est important à savoir parce que quelquefois, on l'oublie. Alors, regardez ce chiffre. Moi, je suis interpellé. SIDAction Maroc 2018, c'est récent. 30% des séropositifs ignorent leur statut. 30%. Vous savez, c'est pareil dans tous les pays. Hein. C'est pareil dans tous les pays. Regardez, au Maroc, environ 20 000 citoyens sont atteints du VIH, dont 28% ne connaissent pas leur statut sérologique. Voilà. C'est quand même inquiétant tout ça. Donc, nous avons des thérapeutiques efficaces, mais je suis désolé de vous dire qu'aujourd'hui, elles ne guérissent pas le virus du sida. Elles ne guérissent pas du sida. Alors, regardez ce que nous avons comme produit. C'est incroyable, là aussi, les progrès qu'on a faits depuis quelques années, des inhibiteurs nucléosidiques, de la transcriptase inverse, non nucléosidiques, des inhibiteurs de protéase, d'intégrase, etc., etc. Et voici les noms. Et ce que vous avez en vert, vous l'avez au Maroc, certainement, et dans d'autres pays aussi. Ce que vous avez en rouge, vous ne les avez pas encore, mais vous avez énormément de produits déjà. Énormément de produits. Bien. Alors très vite, vous allez voir, c'est d'une simplicité enfantine. Je ne sais pas pourquoi la communauté scientifique est en train de vouloir compliquer le mode d'action des antiviraux pour le sida, alors que c'est d'une simplicité, je pense même qu'un enfant de 8-10 ans à l'école comprendrait très bien ce petit schéma. Vous avez ici une cellule de l'organisme. Bien. Ici, le virus du sida. Vous voyez, ce virus, il s'approche lorsqu'il y a eu, évidemment, contamination, et il va fusionner sa membrane avec celle des cellules humaines, et il va larguer son ARN dans la cellule. Évidemment, il va parasiter la cellule, il se sert de la transcriptase, il amène sa transcriptase inverse à lui, et ça va lui permettre de se développer, de convertir son ARN en ADN, qu'il va faire introduire dans le noyau de la cellule, qui est une usine à fabriquer des virus. Et ainsi, le virus va ressortir. Il en rentre un, il en sort des milliers. Sauf que nous, on s'est dit, tu vas voir petit, on va te piéger. Alors, où on le piège? D'abord, on a des produits qui bloquent le récepteur pour accueillir le virus. Ça, c'est pas mal. C'est-à-dire que le virus s'approche, mais il est mal accueilli. Le virus, le récepteur n'est pas très sympathique envers ce virus, donc ça marche. Et puis, vous avez les inhibiteurs de fusion. C'est-à-dire que le virus, eh bien, on a des inhibiteurs de fusion, il ne peut pas fusionner avec la cellule. Donc c'est terrible pour lui, il ne peut rien faire. Il s'approche, il ne peut pas rentrer. On lui ferme la porte. Et puis vous avez des inhibiteurs d'enzymes qui vont inhiber les multiplications, et en particulier les enzymes reverse transcriptase. Et puis vous avez les inhibiteurs de protéase qui empêchent la libération de ces petits virus. Et puis vous avez aussi des inhibiteurs d'intégrase qui empêchent l'ADN de rentrer dans le noyau. Donc vous voyez, on a plein de stades qui permettent, plein d'inhibiteurs de ces différents stades qui permettent d'inhiber la progression du virus. Alors le tout dernier qui est arrivé, il est assez spectaculaire parce que en fait, alors, il s'appelle Biktarvy, vous ne l'avez pas, mais ça ne devrait pas tarder dans les pays du monde entier. Il conjugue, alors c'est Gilead Science qui l'a développé,
qui est un grand laboratoire très spécialisé dans ce type d'événement, si j'ose dire médical. Il marie du bictegravir, de l'antricitabine et du tenofovir à la phénamide. Voilà, donc il est réservé, vous voyez, aux malades qui ont un sida, mais sans preuve actuelle ou antérieure de résistance aux inhibiteurs d'intégrase, à l'antricitabine ou au tenofovir. Voilà, donc 3 principes actifs, vous voyez. Ce que l'on fait, je vais vous essayer de passer le schéma, vous voyez, on bloque ici, grâce à ces 2 principes actifs. Autrement dit, le virus rentre, mais il est bloqué. Il ne peut plus se développer. Sa transcriptase inverse ne fonctionne pas. Et puis, en plus, on va empêcher l'entrée de l'ADN viral dans le noyau, qui est l'usine à fabriquer des virus. Donc, vous voyez, on va tellement le bloquer qu'on met le sida en sourdine. C'est-à-dire que ce malade qui va être traité par ce type de produit aura une charge virale nulle. Il n'aura plus de virus détectable dans son sang. Donc, il va passer en maladie chronique asymptomatique. Sauf que, il ne faut pas qu'il oublie. Voilà. Alors, malheureusement, il y a des effets secondaires, c'est sûr. Ce n'est pas toujours bien supporté. Autrement, le traitement est très simple. C'est un comprimé une fois par jour. Autrefois, vous savez, c'était très complexe. Je ne sais pas si vous avez vécu les premières ordonnances de sida, mais c'était atroce, parce qu'il fallait un comprimé de ça, un comprimé de ceci. Aujourd'hui, c'est un comprimé une fois par jour. C'est magique. Mais il faut prendre ce comprimé, il ne faut pas l'oublier, et il faut le tolérer. Vous voyez, il y a quand même des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, des céphalées, des diarrhées, des nausées, de la dépression, des vertiges, des problèmes de poids corporel, des problèmes de lipides, de glycémie et des risques de néphrotoxicité. Donc voilà, il faut savoir quand même que ce n'est pas anodin. Certes, on fait passer le sida en maladie chronique, mais il faut que le malade puisse supporter ce traitement. Or, vous avez des malades, malheureusement, qui ne supportent pas le traitement et qui disent « Ah non, j'en peux plus, j'ai trop d'effets secondaires, je suis obligé d'arrêter. » Et là, malheureusement, c'est signé un arrêt de mort, c'est évident. Voilà. Et puis, il y a d'autres effets secondaires qui peuvent survenir. Alors, qu'en est-il du vaccin? Vous allez me poser la question. Est-ce que... Il n'y en a pas. Pour l'instant, il n'y a pas de vaccin. Sauf que il y a des essais, et il y a quelques essais très prometteurs. Donc, il y a eu des publications sur le Lancet. Les résultats du premier essai ont été publiés dans The Lancet, vous le voyez. Et, vous voyez, c'est un nouvel agent vaccinal qui a été testé, du reste, en Afrique. Voilà, en Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, Rwanda, Ouganda, États-Unis, Thaïlande, chez les âgés de 18 à 50 ans. Et on a eu des bonnes réponses. Voilà. Et les prochaines étapes, on va tester sur beaucoup de personnes. Et on compte beaucoup sur ce vaccin. Et on aura les premiers résultats vraiment plausibles vers 2021-2022. Donc c'est prometteur. Métabolisme. Alors là, vous allez être surpris, parce que ce n'est pas du tout ce qu'on a l'habitude d'utiliser aujourd'hui pour le cholestérol. Qu'est-ce que c'est que cette bête, si je vous dire? Qu'est-ce que c'est que cette bête? Alors, évidemment, la presse s'en fait écho, largement. Regardez. Inhibiteur de PCSK9, un nouveau traitement pour l'hypercholestérolémie, un nouveau traitement contre le cholestérol, une nouvelle classe d'hypolipémiants. Vous voyez, toute la presse mondiale s'en fait écho. Cholestérol, 2 nouveaux médicaments arrivent en France. Et ça date du 13 de 2018. Bien. Anticholestérol, un nouveau médicament efficace, mais hélas, cher. Même sur le site Doctissimo, qui n'est pas forcément le site le plus scientifique qui soit, mais qui dit quelques vérités quelquefois, et souvent même, 2 nouveaux anticholestérols coûteux réduisent le risque cardiovasculaire. Alors c'est quoi? Vous allez me dire, mais comment aujourd'hui on peut arriver à faire baisser un cholestérol sans... Alors le régime c'est obligatoire, mais sans utiliser de statine ou de questran, c'est-à-dire de cholestéramine. Eh bien, on a un médicament qui se lie à la PCSK9. Alors la PCSK9 c'est un nom extrêmement barbare, c'est la alors je vous ai mis les initiales en rouge, vous voyez, proprotéine, convertase, subtilisine, texine de type 9. Eh bien, on empêche la liaison PCSK9 récepteur
LDL. Vous allez comprendre sur ce schéma. Ça, c'est le circuit circulatoire, c'est le sang qui passe dans une artère, dans une veine. Ici, c'est le foie. Eh bien, voyez la protéine PCSK9, elle va se lier au récepteur du LDL, c'est que le LDL, c'est le mauvais cholestérol. Elle va faire intégrer l'ensemble PCSK9, LDL dans le foie, et le foie détruit cet ensemble. Ça, c'est le sujet normal. Donc, en fait, on diminue le nombre de récepteurs LDL, ce qui n'est pas terriblement bon. Alors, quand on met le patient sous inhibiteur de PCSK9, qu'est-ce qu'on fait? On met par exemple un anticorps monoclonal qui bloque cette protéine PCSK9, ce qui fait que, eh bien, vous n'avez plus la liaison PCSK9 récepteur LDL. Les récepteurs LDL sont intègres et sont capables d'épurer le LDL qui circule. Est-ce que c'est vu? Il fallait y penser. Je vous assure que c'est vraiment chiadé, comme on dit. Il fallait vraiment penser à cela. Autrement dit, vous voyez, grâce à cette alirocumab, on bloque cette PCSK9 et on peut épurer le LDL. Voilà le principe d'action de ce produit. Sauf que c'est un anticorps monoclonal. Alors, il y en a deux aujourd'hui. Vous avez l'alirocumab, qui va arriver, bien sûr, dans tous les pays du monde. L'évolucumab, c'est clair, mais c'est un produit injectable. Alors, vous voyez, c'est fait pour les hypercholestérolémies, par exemple le Praluent, pour les dyslipidémies. Alors, une dyslipidémie, c'est parce que vous avez trop de LDL et que vous avez aussi trop de triglycérides. Mais vous avez aussi les hypercholestérolémies familiales homozygotes, les maladies cardiovasculaires, bref, quand on veut faire baisser de façon importante un taux de cholestérol et que, par exemple, les statines ne sont pas forcément bien supportées. Alors, on peut les utiliser avec les statines, mais on peut aussi les utiliser sans. Vous voyez, le traitement sera relativement simple. Il consistera à une injection toutes les 2 semaines par voie sous-cutanée. C'est un anticorps monoclonal, et comme tous les anticorps monoclonaux, le danger, c'est de faire une réaction, puisque c'est une protéine qu'on va vous injecter sous la peau. Voilà. Du reste, ce sont les réactions, vous le voyez, au site d'injection. Donc, en clair, eh bien, ces inhibiteurs qui arrivent sur le marché, qui vont inonder le marché mondial, eh bien, ce sont des anticorps monoclonaux que l'on injecte en voie sous-cutanée toutes les 2 à 4 semaines, et très souvent en complément des statines. Sauf que les statines, vous savez, ce n'est pas la panacée, parce que certaines personnes ont des douleurs musculaires relativement intenses. Donc, il y a des personnes qui, malheureusement, ne supportent pas les statines. Donc, vous voyez, on peut, évidemment, utiliser seulement l'inhibiteur de PCSK9 sans les statines. Voilà. Alors, évidemment, les personnes qui seront prioritaires pour ces injections sont ceux qui auront des hypercholestérolémies familiales. Vous savez, ces hypercholestérolémies pour lesquelles on ne sait pas faire grand-chose. C'est-à-dire, même si on fait régime, on ne peut rien faire. C'est programmé, c'est génétique. Voilà. Ou ceux en prévention secondaire qui n'atteignent pas les cibles. C'est-à-dire, on traite, on n'arrive pas à faire baisser le cholestérol. Et bien là, on aura un remède totalement infaillible. Et vous le voyez... La dernière partie, Jacques, c'est Comment ? la dernière partie. C'est la dernière partie. Oui, je peux arrêter, Oui. si vous le souhaitez, puisqu'il y a l'asthme encore, mais on peut peut-être arrêter si vous souhaitez. Est-ce que vous... On continue. Il n'y en a pas pour longtemps. Ok. Donc c'est la demande de la salle. Il y en a pas Je pour suis longtemps, désolée. vous allez voir. Bon, c'est toujours important. Allez-y. Regardez ce chiffre. Alors, quand je dis Maroc, parce qu'on est ici, mais tous les pays du monde, regardez. Ça vous dit rien? 3 millions de Marocains asthmatiques. C'est inquiétant quand même. Dans tous les pays du monde, je dis bien dans tous les pays du monde, l'asthme est en augmentation. Vous savez pourquoi? La pollution. Voilà. La pollution mondiale fait que l'asthme est en exponentiel. Donc le taux de prévalence aujourd'hui, mais vous imaginez, 10 à 20%. Et dans quelques années, il va passer à 30 à 40%. C'est inquiétant. Alors on s'est dit, il faut faire quelque chose. Parce que l'asthme, comment on le traite? Les corticoïdes. Et qu'est-ce qu'on utilise aussi pour quand on a une crise? Ventoline. Voilà, c'est ça. Mais en dehors de ça, alors corticoïdes inhalés,
Quand ça ne va pas, les corticoïdes injectables, les corticoïdes par voie orale. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien voilà, on a mis sur le marché des anti-IL-5. Alors je ne sais pas si vous les avez, mais peut-être pas. Mais ils vont arriver. Oui, parce ils arrivent juste en France. Le Nucala, le Fasenra, le 5-Aero qui sont arrivés il y a quelques jours. Et le Xolair peut-être. Il me semble que vous avez l'omalizumab, il me semble. Donc vous avez soit des anticorps anti-IL-5, soit des anti-IgE. Alors regardez bien, vous avez par exemple le mépolizumab, c'est injectable, voilà. Alors attention, ces anticorps qui arrivent sur le marché, ça ne sera pas pour l'asthme bénin, ça sera pour des asthmes sévères dits à éosinophiles. En effet, je ne sais pas si vous le savez, mais quand vous avez un asthme très sévère, il y a toutes les chances que vous ayez un taux d'éosinophiles sanguins très élevé. Alors qu'est-ce qui se passe? Ce taux d'éosinophiles circule, arrive au niveau des poumons, va se fixer au niveau des bronches et va y fabriquer une inflammation encore plus forte qu'elle n'était avec l'asthme normal. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ces produits, celui-ci en particulier, est réservé à l'asthme sévère réfractaire à éosinophiles. Voilà, donc il serait trop long de rentrer dans le vif du sujet, mais on sait, vous voyez, que cet anticorps monoclonaux, c'est fabuleux un anticorps monoclonal. Alors, une petite digression, les anticorps monoclonaux en pharmacologie sont représentés par cette espèce d'entonnoir, c'est comme ça, voilà. Donc vous voyez, ils bloquent ici l'interleukine 5, c'est en fait l'interleukine 5 qui fait fabriquer les éosinophiles. Donc quand on bloque l'interleukine 5, on empêche les éosinophiles de se former et l'asthme est pratiquement, je ne dis pas guéri, mais va bien mieux. Alors par contre, ce malade devra conserver les corticoïdes et la ventoline au cas où. Voilà. Vous voyez, ça sera une injection toutes les 4 semaines. Alors évidemment, la place, comme je le disais, c'est l'asthme sévère, réfractaire à éosinophiles. Alors vous avez un produit plus banal qui est un anti-IgE, immunoglobuline de type E. Alors c'est l'omalizumab injectable et on sait aujourd'hui que dans le développement de l'asthme, c'est le taux d'IgE qui est important. Autrement dit, un asthmatique a un taux d'immunoglobuline E spécifique très élevé en réponse à certains allergènes. Et c'est l'asthme allergique, en fait. Voilà. Si on dose les IgE chez un asthmatique qui est dit allergique, on va lui découvrir une quantité énorme d'immunoglobuline E. Donc, on a fabriqué un anticorps anti-IgE qui vient, vous le voyez, bloquer évidemment l'IgE. Vous voyez, le Xolair en jaune bloque l'IgE. Et une fois que l'IgE est bloqué, eh bien l'asthme va nettement mieux. Vous voyez où l'on va aujourd'hui avec les anticorps. Les anticorps, c'est la médecine de demain. Vous savez, on a quasiment fini l'ère de la chimie. Alors, on n'a pas tout à fait fini l'ère de la chimie, puisque les TINIB, les inhibiteurs de tyrosine kinase, sont des molécules chimiques. Mais aujourd'hui, c'est vraiment les anticorps monoclonaux qui prennent le dessus. C'est l'immunologie, en fait. On va traiter beaucoup de maladies grâce à l'immunologie. Voilà le Xolair, vous voyez, c'est l'injection toutes les 2 à 4 semaines. Donc c'est novateur pour traiter l'asthme allergique persistant sévère. Donc c'est une nouvelle classe qui va permettre un meilleur contrôle de l'asthme. Enfin, il nous reste, alors on a pour quelques minutes, vous voyez, ça n'a pas été très long, il nous reste la rhumatologie. Et là aussi, sincèrement, vous allez être très surpris. Regardez, dans la rhumatologie où nous en sommes arrivés, autrefois il y avait quoi? Il y avait les anti-inflammatoires, vous êtes d'accord? Aujourd'hui, regardez, c'est les anticorps monoclonaux, toujours, c'est les inhibiteurs de l'interleukine, c'est les inhibiteurs des Janus kinases. C'est incroyable. Alors il va falloir vous y habituer. Voici la nouvelle classification internationale, j'ai bien dit internationale, des anti-inflammatoires pour la rhumatologie. Aujourd'hui, alors vous avez pour la rhumatologie les
les AINS classiques, les profènes que vous connaissez bien, qui sont très utiles, il ne faut pas minimiser leur capacité. Vous avez aussi les glucocorticoïdes, bien sûr. Et puis regardez, vous avez des noms barbares, CS-DMARD, BDMARD, TS. Ça correspond à quoi? CS, ça veut dire quoi? Conventionnel, synthétique. B, biological. TS, targeted, synthétique. Et oui, il va falloir vous y habituer. C'est ça, la classification nouvelle des anti-inflammatoires. Alors, regardez bien. Alors, DMARD, ça veut dire quoi? Ça veut dire Disease Modifying Anti-Rheumatique, c'est-à-dire des médicaments anti-rhumatismaux. Alors, qu'est-ce que les CS-DMARD? Eh bien, c'est les anciens, c'est les vieux de la vieille. C'est-à-dire, vous y reconnaissez le méthotrexate, la sulfasalazine, la cyclosporine. Autrement dit, ce sont des molécules chimiques anciennes. On les appelle, voilà, les conventionnels synthétiques, c'est-à-dire les molécules de synthèse conventionnelles. Ensuite, les B. Alors, ce sont les anti-TNF-alpha et les anti-interleukines qu'on appelle les biothérapies. Aujourd'hui, on parle biosimilaires aussi parce que ces biothérapies vont avoir des biosimilaires, évidemment. Équivalent de générique. Ce n'est pas tout à fait équivalent de générique parce que dans la fabrication, c'est un petit peu plus complexe, mais voilà, il y aurait des droits de substitution, bien évidemment. Alors, les voilà, hein, les produits, les voilà, les biologiques. Alors peut-être vous avez Enbrel, hein, peut-être vous connaissez Enbrel, Kineret, je ne sais pas, parmi eux, vous en connaissez certainement. Hein, le rituximab, d'ailleurs je crois bien que le rituximab est fabriqué au Maroc, du reste. Voilà, Maptera, etc., etc. Vous voyez, il y a beaucoup de produits hein, dans les B, c'est les biologicoles. Voilà. Ensuite, vous avez les TL. Alors ça, c'est une énigme. Dans chaque conférence que je fais, quel que soit le pays, on me dit « Ouais, mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Alors, en anglais, TS, ça veut dire quoi? Targeted, synthétique. Target, en anglais, c'est la cible. Ce sont des thérapies ciblées. Et nous revoilà avec nos thérapies ciblées. Et d'ailleurs, ce sont des inhibiteurs de kinase, qu'on appelle des inhibiteurs de Janus kinase. Très important. Alors bien sûr, vont arriver les SYK kinases dans quelques mois. On va avoir encore les inhibiteurs de SYK kinase. Alors, les Janus kinases, c'est quoi? Alors écoutez bien parce que vous allez être bluffés. Il fallait y penser. C'est pourquoi la biologie moléculaire, vous savez, c'est spectaculaire. En fait, les Janus kinases, ça se termine par ase. Vous êtes d'accord? Donc c'est une enzyme. Bien. Eh bien, c'est une enzyme à double visage. Bien. Alors double visage, c'est-à-dire deux fonctions. C'est-à-dire une fonction agréable, positive, pour le système immunitaire, voilà, qui va conforter le système immunitaire, et une fonction négative qui va provoquer de l'inflammation. Alors on s'est dit, si on inhibe les Janus kinases, on va faire l'inverse. Vous êtes d'accord? Donc ce qui est positif deviendra négatif. Donc quand on donne à un malade un inhibiteur de Janus kinase, eh bien, on affaiblit le système immunitaire, mais c'est bien. Parce que, par exemple, pour la polyarthrite, comme c'est une maladie auto-immune, il faut que nous baissions l'immunité du système immunitaire, bien évidemment. Et la fonction négative devient positive, c'est-à-dire qu'au lieu de créer de l'inflammation, on va l'améliorer. Donc, on a un inhibiteur de Janus kinase, je ne sais pas si vous imaginez, qui baisse la fonction immunitaire, donc c'est super, mais qui est aussi anti-inflammatoire. Vous imaginez l'intérêt de ces produits. Alors, Janus, on se dit, mais pourquoi on l'a appelé Janus kinase? Eh bien, on l'a appelé Janus parce que, vous le savez peut-être, Janus est le plus ancien dieu du panthéon romain, représenté sous deux visages opposés. Et c'est pour ça qu'on les a appelés des Janus kinases, parce qu'ils ont deux propriétés dans l'organisme. Alors en France, nous avons le baricitinib et le tofacitinib, Olumiant, Exeljan, qui vont arriver dans vos pays respectifs. Et voyez ce que vous avez là-haut, l'image que vous avez là-haut. Vous ne la verrez plus maintenant, parce que ce sont des produits tellement efficaces qui bloquent l'inflammation, qui diminuent l'immunité. Donc, si on prend la maladie au début, on va carrément empêcher ce genre de... ce qu'on voit beaucoup, malheureusement, qu'on voit de moins en moins quand même, mais on en voit encore. Hein.
alors on pourra utiliser ces produits soit en monothérapie, soit associés avec le méthotrexate. Et vous voyez les effets de ces produits. C'est géant, regardez. On baisse la douleur, on baisse les lésions, etc., etc. Et on ne prendra qu'un comprimé, 1 à 2 fois par jour. Et puis vous avez le nouveau inhibiteur d'interleukine. Pareil, hein, on va, vous voyez, bloquer l'interleukine 6 qui est très impliqué dans la polyarthrite rhumatoïde. Autrement dit, si vous avez bien écouté depuis le début, les anticorps monoclonaux, les inhibiteurs d'interleukine, etc., c'est fantastique. On les met à toutes les sauces qui vont du cancer à la rhumatologie, etc., etc. Attention, hein, la prise en charge de la polyarthrite reste bien sûr le traitement de fond avec les produits conventionnels. Voilà, alors, avant de terminer, je voudrais vous donner une grande innovation française, très grande innovation même. Je vois Fabienne Blanchet qui est devant moi, qui connaît, puisqu'elle est membre, hein, tu es membre de cette grande société, la SFSPO, qui est la Société française des sciences pharmaceutiques officinales. Alors, vous voyez les personnes qui sont coprésidents. Vous avez Thierry Barthelmé, que certains peut-être connaissent, ceux qui allaient sur Pharmagora autrefois connaissaient certainement, et Béatrice Cléras-Mailloux, qui est pharmacienne donc, à Châtenay-Malabry dans la région parisienne. Et cette SFSPO, voilà, sa mission, c'est valoriser et former l'équipe officinale dans le parcours de soins des patients pratiques officinales. Donc, je vous ai mis le site, je crois franchement à y voir, ça vaut le coup. C'est quand même la première société savante de pharmacie. Il n'y avait jamais de société savante avant. Nous en avions eu avant en cardiologie, en fait tout ce que vous voulez, en cardiologie, en rhumatologie, voilà, les sociétés savantes. C'est classique de faire une société savante, parce que ça permet de diffuser toutes les avancées. Voilà, et toutes les avancées de la thérapeutique seront diffusées donc à travers la SFSPO. Donc voilà, j'ai eu un plaisir absolument. Merci, merci. Merci pour ce Alors, je voudrais terminer. Merci pour ce panorama. Vas-y, voilà. Tu as quelque chose, vas-y. Je vais quand même dire oui, que je suis d'abord très enchanté d'être là ce soir, c'est clair. J'adore le Maroc, c'est vraiment un de mes pays phares. Chaque fois que je viens au Maroc, c'est un bonheur pour moi, mais vous ne pouvez pas imaginer. Le continent africain est pour moi un des plus beaux, des plus colorés qui soit. C'est extraordinaire. Pour moi, il n'y a pas mieux. Je me sens extrêmement bien et j'habiterai très facilement ici. Il ne faudrait vraiment pas me pousser, c'est clair. Et sincèrement, merci. Je voudrais remercier les organisateurs de Cuisine Expo. Merci Jacques. En tout cas, c'était un réel plaisir, justement, de t'écouter sur ce panorama, justement, sur les nouveautés thérapeutiques. Et je rappelle que demain, on aura un atelier, justement, avec le professeur Buxoro. Très pratique. Très pratique. Vraiment une séance pratico-pratique. Ce sera, justement, l'accompagnement d'une ordonnance en cardiologie. Donc, ne ratez pas ça, demain à 11h30. Alors, aujourd'hui, je sais que vraiment, vous avez tenu le coup jusqu'à 20h. C'est quelque chose d'extraordinaire, ça veut dire que tu as été vraiment... Je suis désolé, hein, mais ce qui s'est passé avant est tellement important. Voilà, ça ne dépendait pas de toi, voilà. Évidemment, mais c'était un réel plaisir. Alors, si vous avez des questions, je peux me permettre 2 ou 3 questions? Non. Même pas. On me l'a interdit. Demain, avec toutes mes excuses, demain, puisqu'il y a un autre atelier. Okay. Désolé. Et merci beaucoup. Merci, désolé. Désolé, parce qu'il est déjà 8h15 et... Merci professeur Jacques Buxero, merci d'avoir été avec nous, merci docteur Aïcha Zahi, c'est pas simple d'intervenir en fin de journée et de façon un peu stressée, je suis désolé. Alors sans transition mesdames et messieurs, nous allons passer à la remise.